Martine Biard, bonjour. Bonjour Régine Acquier. Nous vous avions laissé la dernière fois, au moment de parfums extrêmement forts, le musc qui était très utilisé par Joséphine, puisque à sa mort, au moment où nous sommes arrêtés, on dit que ce parfum a embaumé ses placards pendant longtemps encore. Il paraît même que ça pourrait encore se sentir, je crois. Oui, alors là aussi il y a la part toujours entre la réalité et la légende, et puis peut-être aussi des fois des personnes qui justement cherchent ce fantôme ou ce sillage de l'impératrice Joséphine quand ils vont visiter Rueil-Malmaison, le domaine de la Malmaison. Donc nous étions cette période de parfums extrêmement forts, coûteux aussi, très très sensuel, très envoûtant. Est-ce que la société a continué dans ce sens-là ou est-ce qu'on est allé vers autre chose? Alors on va aller vers une société plus bourgeoise, plus catholique aussi, petit à petit le début du reprend son vers quelque chose quand même qui incite davantage à se tourner vers l'intériorité, vers la prière, vers un mode de vie moins ostentatoire. Ça, on revient vers l'être plus que ce que l'on était, qui est sur le paraître. Oui, et vers la reconnaissance de certaines vertus, quand même. Certaines valeurs. Ce qui fait qu'on va avoir un 19e siècle tout en contraste, à la fois puritain et scandaleux. On va cacher les odeurs, en fait. Donc, d'un côté, vous avez des femmes qui vont aller vers des choix de couleurs pour leur toilette beaucoup plus sombres, qui attirent moins le regard, qui vont se couvrir aussi la poitrine et les épaules, qui vont remonter les cols, qui vont descendre plus prude. Voilà, qui vont descendre les ourlets, les tissus vont devenir plus opaques que tout ce qu'on a pu voir précédemment, et du coup, soit on n'utilise pas de parfum, et ça peut donner des odeurs un peu âcres, un peu même des fois suspectes, parce que on fait sa toilette un peu par petit bout par petit bout. On a même peur de la nudité, de prendre des bains, par exemple. On préfère des toilettes devant la coiffeuse avec des bassines, des brocs, etc. Donc on va, d'un extrême à l'autre. Étant entendu que la propreté, de nouveau, ça redevient comme on l'avait vu, par exemple, au XVIIe siècle, c'est-à-dire surtout la propreté des vêtements, des dentelles et des cols blancs bien empesés, amidonnés, etc. Mais pas forcément la toilette de corporelle, voilà. Donc, on est entre ça. Et puis ensuite, l'univers des maisons closes, où là, par contre, on va cacher, masquer des odeurs qui vont être jugées fortes, les odeurs qu'on dit être du vice. On va même dire que le parfum, c'est ce diable qui se love dans l'alcôve. C'est-à-dire que justement, le parfum va être complice finalement de certains comportements illicites ou même illégaux ou alors extra-conjugaux. Enfin, on ne sait plus très bien. Et alors, on fait au parfum cette espèce de réputation, d'avoir quelque chose à voir avec finalement un mode de vie assez à la fois dispendieux, où certains hommes se ruinent, et en même temps se perdent. Donc ça évidemment que c'est tout ça, cette débauche sensorielle, va attirer l'attention même de certains scientifiques encore aujourd'hui. Et on a Patrick MacLeod, qui est directeur du laboratoire de neurobiologie sensorielle à l'école pratique des hautes études, qui va faire des recherches, donc qui montrent que finalement rien dans l'odorat humain n'est organiquement lié au stimulus sexuel. Donc en fait, tout ça, c'est des fantasmes qui ont plus à voir avec finalement le rêve, ou en tout cas, des idées qu'on se transmet finalement sur le rôle du parfum, que sur l'effet réel du parfum, quoi. Enfin, voilà. Bon.
Exactement. Et alors on retrouverait ça aussi, ce côté un peu gêné, scandalisé, écœuré, même estomaqué, dans le regard, par exemple, du blanchisseur, dans la toile exposée au musée d'Albi de Toulouse-Lautrec, où on voit un blanchisseur justement avec un regard tout à fait effaré. Regardez la tenancière d'une maison close, parce qu'elle a déposé à ses pieds un ballot de linge qui semble porter justement toutes les odeurs lourdes qui s'opposent finalement à celle de la vertu, qui serait elle beaucoup plus en lien avec le linge propre et amidonné. Voilà. Donc ces odeurs lourdes, on va les retrouver aussi décrites par Honoré de Balzac dans ses livres. C'est aussi celle de la pension où vit le père Goriot. Il y a tout ça dans le 19e siècle, et après on retrouvera évidemment tout ça dans les poèmes de Baudelaire, par exemple, où on a l'odeur voilà des paradis de l'enfance, des chairs d'enfants même, qui s'opposent aux odeurs capiteuses des femmes de mauvaise vie. Alors celle qui va incarner, je dirais, le plus, mais ça j'avais mis déjà nos auditeurs sur la piste la dernière fois, l'élégance parisienne au XIXe siècle, c'est Eugénie. C'est l'épouse donc de Napoléon III. Elle est née à Grenade le 5 mai 1826, 5 ans après la mort de Napoléon Ier, et elle va encourager l'empereur à stimuler l'industrie des parfums qu'elle adore, et surtout le patchouli. Donc elle est qui restait déjà toujours un parfum marqué fort. Voilà, c'est-à-dire autant on a Joséphine de Beauharnais qui avait été marquée par le musc, autant justement Eugénie au départ est très séduite par le patchouli. Et alors Prosper Mérimée, très proche de la famille d'Eugénie et probablement inspiré par son charme, lui trouve une taille élancée, un beau teint qui la rendent prodigieusement belle. C'est ainsi que la considère aussi Louis-Napoléon Bonaparte, donc qui la croise pour la première fois en 1849 dans un salon parisien très réputé de la princesse Mathilde, cousine de l'empereur donc. Et Eugénie et Napoléon vont permettre la naissance du tout Paris élégant, qui est décrit par Théophile Gautier en 1855 comme la ville où on s'aère, où on se nettoie, où on s'assainit et où on fait sa toilette de civilisation. Oh, voilà. C'est bien dit. Donc les Français découvrent le patchouli donc d'abord au XVIIe siècle, avec les tissus d'indienne, qui sont des tissus de coton teint et imprimés, généralement de couleurs vives, qui nous viennent donc des Indes. Le patchouli, au départ, c'était quelque chose qui était fait pour préserver des insectes. Donc on mettait les tissus d'indienne dans de grandes feuilles de patchouli qui arrivaient par bateau, donc de destination très lointaine, ça pouvait être l'Inde ou la Chine, et ça nous arrivait comme ça en bon état. Or, au XIXe siècle, ces mêmes feuilles enveloppent pour les mêmes raisons les châles de cachemire qui vont devenir à la mode. Et c'est ça qui va faire que petit à petit l'engouement des femmes pour le patchouli, parce que elles sont entourées par des châles donc qui viennent d'Indonésie, qui sont en cachemire et qui sont entourées justement par ces fameuses feuilles de patchouli. On en profite pour faire venir aussi, pour importer des rouleaux de soie qui vont servir aussi à la parure des robes qui vont servir après dans les bals où on danse la valse, etc. Et ce qui fait que ce patchouli va rentrer dans la composition petit à petit des parfums. Mais du coup, c'est une odeur très forte de nouveau. Et elle est tellement forte que justement, les cocottes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, ou en tout cas les demi-mondaines, comprennent l'intérêt de s'entourer de cette odeur qui est quand même assez puissante et attractive et addictive même, et vont l'intégrer donc, et ça va être aussi une odeur qui va dominer dans les maisons closes. Oui. Qui voulait que je l'accompagne
On imagine que les femmes de bonne société ne peuvent plus utiliser des parfums pareils. Voilà, et en plus, justement, même l'impératrice Eugénie se voit montrer du doigt et on finit par dire que l'empereur, que Napoléon III a épousé une cocotte. Et alors évidemment, c'est gênant. Oui, voilà, c'est gênant et ça l'interpelle. Donc elle va demander conseil à des parfumeurs justement pour en venir à se parfumer autrement. Et c'est là qu'apparaît donc François-Pascal Guerlain, qui est le fondateur en 1828 de la maison Guerlain. Il est déjà le fournisseur d'Eugénie avant qu'elle n'épouse à 27 ans le 30 janvier 1853 l'empereur des Français. Et donc devenue impératrice, elle le consacre comme prince des parfumeurs aux yeux de la cour et du monde. Et alors Paris, qui est la ville lumière, va donc suivre justement les tendances que met en avant donc Pierre-François Pascal Guerlain et qu'il crée pour elle. Donc comme il a compris qu'il fallait absolument plus de patchouli dans le sillage de l'impératrice, il va créer le parfum de l'impératrice. Et ça va être une eau de Cologne impériale, donc contenue dans un flacon orné de 69 abeilles en relief avec une étiquette verte et blanche représentant l'aigle impérial. Et c'est là que on va avoir justement cette signature des parfums Guerlain avec la guerlinade et les flacons très repérables encore aujourd'hui, qui peuvent s'acheter dans les meilleures parfumeries. Et alors ces abeilles symbolisent l'immortalité et la résurrection. Elles sont peintes à la main à leur fin. Au départ, bon, maintenant plus. Oui, Et alors cette création va faire de Guerlain le parfumeur breveté de Sa Majesté qui laisse le patchouli aux cocottes et qui va comprendre le raffinement donc souhaité par ce monsieur Guerlain. Donc finalement on réattribue inconsciemment un rôle au parfum. Voilà, c'est-à-dire que on va dire que Guerlain va devenir le monsieur Farjon de l'impératrice, voilà. Alors ça explique aussi l'ascension de la maison Guerlain, qui à la fois va être adoptée par la meilleure aristocratie européenne et puis par aussi la grande bourgeoisie montante. Il possède lui du coup un magnifique magasin rue de la Paix et il va avoir la bonne idée, comme à l'époque de Marie-Antoinette, de commercialiser les parfums qui sont créés à Paris dans toutes les grandes cours européennes. Ce qui fait qu'on va redevenir le pays du parfum. Voilà, la ville lumière sur tous les plans, y compris sur celui des odeurs et des meilleures odeurs possibles. Alors, il va avoir quand même un rival. C'est la maison anglaise Creed qui ouvre son magasin à Paris en 1854 et qui crée à cette occasion Jasmin, impératrice Eugénie, tandis que justement le couturier Worth lance les premiers défilés de mannequins vivants à Paris devant la cour subjuguée, parce qu'avant on avait des dessinateurs ou des peintres qui peignaient justement des modèles de robes ou de tenues, enfin de costumes quoi pour les hommes. Et là cette fois-ci, bien Worth, son idée c'est de faire défiler carrément des mannequins. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui Paris reste la ville de la mode, la référence partout dans le monde, parce que on est finalement les premiers à avoir créé ces maisons de couture très très prisées, et en même temps ces fameux défilés de mannequins vivants. Voilà. Alors évidemment, avec la chute du Second Empire, qu'entraîne la défaite de Sedan, le 1er septembre 1870, Eugénie part en exil en Angleterre, mais c'est au palais de Lyria qu'elle décédera à Madrid, dans l'oubli d'ailleurs, le 11 juillet 1920. Elle va avoir quand même une belle longévité, à l'âge de 94 ans. Alors pour l'anecdote, peut-être réalité ou légende du parfum, on dit qu'en avril 1880, elle s'était rendue seule en Afrique du Sud, où son fils unique avait été tué par les Zoulous. Et il avait été tué l'année précédente, on ne savait plus très bien où était sa tombe, et la fleur favorite du jeune homme de 24 ans était la violette.
C'était une senteur dont il usait, dit-on, à profusion, un peu comme Napoléon Ier de l'eau de Cologne. Et cette violette de l'ombre, humble et fidèle, emblème de la jeunesse, de la beauté, de la générosité, était une odeur qui a guidé, dit-on, Eugénie, dans la brousse, jusqu'au tas de pierres marquant le lieu du décès de son prince charmant défunt. Et là, on a toute une idée romantique finalement de la violette qui va rester un engouement. Avec cette couleur mauve aussi qui séduira l'impératrice Victoria, et là on en revient toujours pareil à Creed, à Worth, et aussi à Victoria qui va s'attacher elle au parfum Roger Gallet, qui existe toujours aussi. Donc on voit comment petit à petit. C'est d'ailleurs ce qui est détonnant de voir que toutes ces maisons ont franchi finalement les ans, elles existent toujours. Et même les siècles. Oui. Et même les siècles, et qu'on reste addicts, nous aussi, à ces propos, à leurs propositions, quoi. Hein. Et alors, Roger Gallet, justement, tout particulièrement, pour l'impératrice Victoria, fera les beaux jours de la Violette de Parme, qui obtient le Grand Prix de l'Exposition universelle de Paris en 1889, et je vous raconterai la suite après la pause musicale. Martine Biard, donc, finalement, on se rend compte que chaque parfum a eu une impératrice comme égérie. Est-ce que ça a continué avec Victoria? Est-ce qu'elle a été cette égérie? Parce que on sait bien qu'elle a créé un style, on la voit bien comme la mère de l'Europe, mais on ne se rend pas compte qu'elle puisse être l'égérie d'un parfum. Alors c'est vrai qu'elle a eu une présence quand même moins troublante, moins fascinante, que peut-être plus british aussi. Oui, voilà. que Joséphine ou que l'impératrice Eugénie. Mais en même temps, dans la mesure où l'Empire britannique était quand même à son apogée, et où en plus il arrivait des senteurs du monde entier finalement en Angleterre, où l'Angleterre aussi s'était distinguée quand même par la culture de la lavande, des roses. Enfin, il y a chez Victoria le souci justement de laisser une empreinte. Voilà, c'est bien que le roi et la reine Victoria s'entendaient très bien, ils étaient très amoureux, donc on peut bien penser qu'on retrouve là aussi l'alchimie du... Peut-être l'alchimie de la violette. Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que lors d'un voyage officiel en France du 25 mars au 28 avril 1891, Victoria visite Grasse. Voilà. Et alors, cette ville des parfums, qui a supplanté donc la cité des parfums de Montpellier, est alors un haut lieu de villégiature aussi pour tout le Gotha européen. Et on considère qu'elle est justement, cette impératrice Victoria, la grand-mère du Gotha européen. Donc effectivement, son style, sa façon d'être va guider finalement l'élégance européenne, va avoir un grand impact sur ses enfants, ses petits-enfants et tous ses cousinages. Et en 1897, à l'occasion des 60 ans de règne, la maison donc Roger Gallet édite le savon Violette du Jubilé pour rappeler justement combien cette Violette de Parme a été toujours présente dans la vie de Victoria. Et dans ses dernières volontés, Victoria demande qu'aucune reine ne porte le nom de Victoria après elle, ce qui fait qu'elle disparaît avec le 19e siècle, le 22 janvier 1901, dans tout ce qui fait encore les caractéristiques de la belle époque et des grandes dynasties. Donc il y a chez Victoria le souci d'être peut-être pas celle qui aura le plus fait rêver le monde entier, mais en tout cas certainement quelqu'un d'incomparable, de tout à fait authentique et d'irremplaçable finalement. Donc on a chez Victoria le souci de développer un mode de vie qui va être moins stupéfiant mais plus proche des senteurs naturelles et florales. Et ensuite plus attaché aussi à la représentation, à la vie de famille, à cette espèce... À l'image qu'elle donnait. Et est-ce qu'on sait si ça a développé des vocations chez les Anglais?
Alors les parfumeurs anglais étaient réputés pour leur raffinement, et encore aujourd'hui on voit qu'il y a des maisons qui sont qui sont brevetées, qui sont cautionnées par la cour, puisque on a des maisons comme Brownlee, comme Yardley, qui sont réputées et qui permettent justement encore aujourd'hui de se parfumer avec des lavandes anglaises qui sont prisées aussi bien par les hommes d'ailleurs que par les femmes, des savons à la rose ou justement des savons au jasmin qui restent justement encore accessibles aujourd'hui et qui sont utilisés dans un souci justement à la fois de ne pas choquer et en même temps de conserver un style anglais, un style raffiné. Voilà, une élégance. Eh bien, donc nous en restons là sur l'élégance du parfum, le raffinement. Et la prochaine fois, alors, nous allons passer à... On clôturera la belle époque avec l'arrivée de la guerre de 14-18. Et puis, nous parlerons après, pour quand même alléger un peu l'atmosphère de cette guerre qui a ensanglanté toute l'Europe. On parlera de la dynastie des Guerlain, qui à la fois a su marquer le bon temps d'avant-guerre et ensuite prendre le relais aussi de tout ce qui était possible d'effacer justement en douceur après la guerre de 14-18. Bien d'accord. Grâce au parfum. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci, Martine. À une prochaine fois, donc dans un mois. Merci. Merci Martine.